Bonjour et bienvenue à vous, Jean-Baptiste Alix. Depuis plus de 7 ans, vous viviez donc à Kiev, vous enseignez le français. Dans ce pays, vous avez rencontré votre femme, la mère de vos deux filles, Rosemary, 7 ans, et Elisabeth, 3 ans. Comment s'est passé pour vous le moment où le pays a basculé de la paix à la guerre? Quel souvenir gardez-vous de ce jeudi 24 février, il y a 13 jours donc? Et un souvenir terrible, un souvenir, un réveil à 5 heures du matin avec une notification sur mon téléphone, comme quoi c'est la guerre, comme quoi il y a des bombardements à Kharkiv, comme quoi c'est parti. Je réveille les enfants, je réveille mon épouse, je lui dis la guerre a commencé. Et le pire, c'est que personne m'a cru, parce qu'au départ, sur les télés ukrainiennes, il n'y avait rien. Et il a fallu bien 1 heure avant que les sirènes retentissent à Kiev et avant que l'Ukraine comprenne qu'elle était en guerre. Alors vous attendez quelques jours et c'est au 5e jour de guerre, le lundi 28, que vous dites là maintenant, il faut partir. Pourquoi Voilà. à ce moment-là? Parce que le dimanche, on est arrivé à avoir des billets pour sortir de Kiev, des billets de train. Et donc, on les a eus le lundi, et puis le lundi, c'était la journée des pourparlers. Donc, c'était une journée plutôt calme, et on s'est dit, c'est le moment, et on a eu la chance d'avoir un prêtre orthodoxe qui vient nous chercher avec sa voiture et qui nous amène à la gare. Et donc, tout était réuni pour qu'on puisse sortir, et on en a profité. C'était une décision difficile à prendre de partir? Ou c'était évident, ça s'imposait à vous? C'était évident, c'était de pire en pire. Les risques de rester étaient trop grands. Quand vous entendez les Russes qui disent on tape pas les civils, C'est faux. C'est faux. Ils bombardent des hôpitaux pour enfants, ils bombardent des écoles. Ça tombe un peu partout. Et il y a déjà malheureusement des enfants morts. Et c'est une tragédie. Une tragédie. qu'est-ce que vous avez dit au moment où vous avez fermé la porte de votre appartement à Kiev? Honnêtement, à ce moment-là, j'étais en panique parce qu'on avait 8 kilomètres à découvert jusqu'à la gare. Et l'objectif, on avait À briefé découvert, ça veut dire sous les bombes. Hein. Ça veut dire qu'il pouvait tout arriver, Possiblement. même si c'était en pourparlers, même si on était 2 jours. On n'était pas en sécurité. Donc on s'est dit, on avait briefé les enfants de nous suivre, de rester groupés, de rester proches de nous, qu'on allait avoir 8 kilomètres, voilà, qu'il pouvait avoir des checkpoints, qu'il pouvait tout se passer, qu'il pouvait avoir une rencontre avec un saboteur. Tout pouvait arriver. Donc on s'était dit, pourvu que ça passe le plus vite possible et pourvu qu'on puisse se mettre à l'abri dans un souterrain à la gare en attendant notre train. Donc c'était un moment crispant, et on a pensé ensuite qu'on a perdu notre appart une fois qu'on était dans l'avion militaire sous la sécurité française. Voilà, on a pensé Je vous sens autrement. encore très très touché par ce que vous avez vécu. Mais j'ai l'impression que même le simple fait de raconter tout ça est une épreuve pour vous. C'est une épreuve à la maison, c'est une épreuve pour mon épouse. C'est sûr qu'on est encore sous le choc. C'est quelque chose qu'on n'a pas cru le jour où c'est arrivé. Je pense que tout Ukrainien ne pouvait pas y croire que l'inimaginable était arrivé. Et encore aujourd'hui, maintenant, le voir de l'extérieur, encore une fois qu'on y était dedans, on était avec eux, on était dans le combat, on était dans l'objectif de sortir, d'être en vie. Maintenant, voir tout ça de l'extérieur, ça donne une ampleur tellement forte. Il y a une culpabilité d'être partie, votre femme notamment, qui est ukrainienne d'origine? Culpabilité, je ne sais pas, on lutte à notre manière pour la survie de l'Ukraine. Nos enfants sont en vie, nos enfants font vivre la culture ukrainienne. Et on essaiera de se battre au maximum. On est dans un pays qui lutte à nos côtés pour la victoire de l'Ukraine, pour défendre notre pays et contre l'agresseur, M. Poutine. Et on espère qu'un jour, le soleil reviendra. Qu'est-ce que vous avez expliqué à vos deux petites filles, donc 7 ans et 3 ans? On leur a dit, il y a quelques jours, quand on est rentré en France, on leur a dit qu'il y a un méchant sorcier au nom de Poutine qui nous attaque, qui nous bombarde, qu'on ne peut pas vivre chez nous, qu'on ne peut plus revenir à Kiev tant qu'il n'est pas neutralisé. Donc tous les jours, nos petites filles, au réveil, se réveillent, nous demandent si le méchant sorcier Poutine est encore là. Et on dit qu'on y travaille à qu'il ne soit plus là. Donc vous êtes revenu au bout de 5 jours, je crois, de voyage. Il y a eu le train, ensuite vous avez été pris en charge par un car mis à disposition par l'ambassade pour aller à la frontière polonaise. Tout à fait. Puis ça a été l'avion. Militaire, tout à fait. Et une fois que vous arrivez là, vous êtes où? Vous logez où? Vous faites quoi aujourd'hui? Parce que votre vie, elle est à Kiev. Aujourd'hui, on est logé chez ma sœur qui nous prend soin de nous. Voilà, on fait un peu de camping chez elle et on s'occupe administrativement du titre de séjour de mon épouse. On essaye d'avoir des rendez-vous avec la préfecture. Moi, j'essaye de déposer des CV, de commencer à reprendre mon réseau en France pour retrouver du travail. Voilà, j'ai tout simplement essayé de reconstruire quelque chose en partant de zéro. On est reparti avec 8 ans de vie dans une valise et 2 sacs à dos. Je suis rentré en France avec 2 pantalons, 2 t-shirts et on reprend de là.
Je ne pensais pas qu'à 36 ans, on reprendrait de là un jour, mais voilà. Vous en voulez aux Russes? À Vladimir Poutine, oui. Aux Russes, non. J'ai plein d'amis russes qui se battent, dont malheureusement, j'ai de moins en moins de nouvelles, donc je suis inquiet aussi pour eux. Et qui se battent pour donner de l'information dans leur pays, pour essayer de mettre fin à ça. J'ai eu beaucoup de contacts avec des amis russes qui m'ont, une fois que j'étais à Kiev, pour que je puisse sortir, qui me disent « on est là, on fait le maximum chez nous, je sais que le risque qu'ils prennent ». Et ça me fait de la peine. Et pour mon épouse qui est russophone, qui se dit aujourd'hui « je ne veux plus parler russe », bon, aujourd'hui mon âme est détruite, aujourd'hui toute ma culture, je ne veux plus en entendre parler, c'est dur. C'est dur pour elle. Je veux qu'on dise un mot de votre maillot, parce qu'il n'est pas anecdotique, votre maillot. Il y a le drapeau ukrainien, le drapeau français, c'est un maillot de rugby. C'est un maillot de rugby, c'est parce j'ai organisé beaucoup de stages de sélection ukrainienne en France, dans le sud-ouest. Vous occupiez d'un club de rugby à Kiev. J'ai occupé d'un club de rugby à Irpin, qui est aujourd'hui sous les bombes. C'est horrible de voir ça. Et il faut le dire que quand je suis sorti de Kiev, toutes les personnes qui m'ont aidé dans les villes de l'Ouest sont des personnes de la solidarité du rugby, qui étaient là à chaque point stratégique où j'atterrissais, pour prendre soin de mes filles, pour me trouver un logement, pour faire que le voyage se passe le mieux possible. Je peux que les remercier et j'espère qu'un jour on pourra revenir sur les terrains de rugby normalement. C'est l'objectif de retourner en Ukraine. Vous voulez y retourner? Vous y retournerez? Vous parliez du soleil qui reviendra tout à l'heure. C'est l'espoir qu'on garde. Je n'ai pas le droit de fermer cet espoir. Je m'interdis de le fermer. Et même si c'est très difficile d'y penser encore aujourd'hui, même si on sait que le combat sera très long, on garde cet espoir-là. Tout l'Ukrainien garde cet espoir-là. Merci Jean-Baptiste Alix et réchauffez-vous auprès de vos petites filles. Vous les avez sauvées. Laissez-vous embrasser. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Merci à vous.